bonjour. Alors, La Schismatrice, c'est un roman de Bruce Sterling. C'est un roman de science-fiction qui appartient au mouvement du cyberpunk, qui est sorti dans les années 80 et qui avait été traduit une première fois en français, donc dans les années 80, dans la collection Lune d'encre de Noël. Et il a été récemment réédité avec une traduction révisée, donc par moi-même. Et comme le roman et les nouvelles avaient eu des traducteurs différents, il y a eu aussi de l'harmonisation à faire entre les deux traductions. Donc c'est moi aussi qui m'en suis occupé. C'est un roman qui parle d'un personnage qui s'appelle Abelard Lindsay, qui à la base vit sur une colonie qui est en orbite autour de la Lune. Et en fait, il se rebelle contre l'autorité qui est incarnée par un pouvoir très conservateur, enfin qui, dans les faits, qui est conservateur, mais qui mécanise en fait l'être humain. Dans un premier temps, Lindsay, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut que l'être humain reste vierge de toute modification. Donc il se rebelle contre le pouvoir en place et sa révolution échoue. Et il est envoyé en exil dans une autre colonie en orbite autour de la Lune. Et de là, il va vivre tout un tas d'aventures, puisque son ancien meilleur ami, qui s'appelle Philippe Coury-Constantine, va vouloir le chercher pour le tuer. Et donc Lindsay va devoir s'échapper, enfin, il va devoir lutter contre Constantine, essayer de faire sa vie malgré tout. Et comme Lindsay est un diplomate et un négociateur, bah, c'est un homme de théâtre, c'est un homme de scène, et donc il va réussir à monter tout un tas de manipulations en changeant son identité plusieurs fois, pour essayer de survivre et en même temps de se faire une place dans ce vaste monde qu'est la Schismatrice, qui est en fait un système solaire que l'être humain a colonisé, et dans lequel on trouve des êtres humains modifiés. Vous avez d'un côté les mécanistes, donc qui sont des gens qui sont des cyborgs en fait. Alors le point culminant des mécanistes, c'est quand ils se numérisent entièrement ou quand leur corps est entièrement mécanisé, pardon. Et de l'autre côté, vous avez les morphos qui sont qui sont des êtres humains modifiés génétiquement. Ils font pas leurs enfants naturellement, ils les fabriquent et ils déterminent leurs caractéristiques génétiques. Et en fait, ces deux factions, les morphos et les mechas, se détestent et se font la guerre. Et Lindsay est pris entre deux feux et il doit essayer de survivre à tout ça, tout en faisant sa place dans l'un ou dans l'autre camp. Et donc au début, il monte une troupe de théâtre, de théâtre kabuki. Et ensuite, il arrive à créer vraiment, véritablement, une sorte il tente de concrétiser un rêve qui est le rêve de la terraformation de Mars. Et on voit en fait Lindsay se confronter à tout un tas d'idéaux qui chutent plus ou moins. Et il essaye, voilà, malgré tout, de faire advenir ses idéaux, en fait. Oui. Alors c'est avec... Enfin, il l'est avec un autre roman, donc qui est Neuromancien de William Gibson, qui a été retraduit aussi, qui avait été traduit dans les années 80, et qui est retraduit en ce moment par Laurent Caissy. Les nouvelles traductions sont vraiment très bien d'ailleurs. Et ces deux romans-là, c'est vraiment les deux piliers du cyberpunk, puisque Neuromancien de William Gibson se passe sur Terre, donc on a vraiment l'exploration de ce que c'est la Terre du futur proche, avec les univers virtuels, la technologie, les cyborgs et ce genre de choses. Et Schismatrice va plutôt explorer un futur un peu plus lointain, et dans l'espace en fait. Et c'est vraiment la confrontation de ce que peut devenir l'humanité avec la technologie, avec les manipulations génétiques. Enfin, c'est la confrontation de ce que peut devenir l'humanité à des entités extraterrestres, puisque à un moment, enfin, bon, c'est pas vraiment du spoil de le dire, mais l'être humain rencontre une espèce extraterrestre qui s'appelle les investisseurs. C'est une espèce de reptiles qui sont extrêmement capitalistes et qui voient en fait comment faire du profit partout et avec tout. Et donc c'est une vision du cyberpunk qui est un petit peu mélangée à du space opera et qui en fait éloigne en fait le genre de la Terre et qui permet
de l'implanter un peu plus dans l'espace et de voir en fait comment fonctionne le cyberpunk dans l'espace, en fait. J'aurais tendance à dire que oui, puisque c'est un roman qui a eu une influence, enfin, c'est une influence qu'on peut pas forcément quantifier, mais le roman a eu beaucoup de succès puisqu'il a été nommé, il avait été nommé au prix Hugo et il avait été nommé à d'autres prix, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un roman donc qui invente enfin, qui invente diverses évolutions de l'humanité, puisque vous avez par exemple les homards qui vivent qui sont des êtres humains cybernétisés, qui vivent dans des armures, enfin qui sont des combinaisons spatiales très évoluées. Vous avez les anges qui vivent dans des océans glacés sur Europe, le satellite de Jupiter. Et donc en fait, vous avez aujourd'hui des auteurs de science-fiction qui vont inventer des diverses post-humanités, qui sont donc des évolutions de l'humanité, quoi. Enfin, on a Diaspora de Greg Egan, qui décrit en fait des citoyens numérisés dans des villes virtuelles, donc qui sont les polices. Vous avez, enfin, dans ce même roman, donc Diaspora de Greg Egan, vous avez des êtres humains complètement mécanisés qui s'appellent les Gleisner. Et encore, toujours dans ce roman, il y a aussi des êtres humains modifiés génétiquement, qui sont qualifiés par les robots d'enchérés, puisqu'ils sont enfermés dans leur chair. On a aussi la trilogie quantique, enfin, je sais plus si c'est une trilogie ou pas, mais vous avez par exemple le magicien quantique de Derek Kunsken, qui décrit les Homo cantus, les Homo eridanus, qui sont des nouvelles variantes d'Homo sapiens, enfin qui sont des descendants d'Homo sapiens, qui ont été obtenus après tout un tas de manipulations génétiques. Et ces nouvelles humanités-là, elles ont des capacités particulières. Donc oui, je pense qu'on peut vraiment dire que Chess Matrice est une source d'inspiration plus ou moins souterraine pour la science-fiction, oui. Alors, pourquoi c'est intéressant de lire La Chess Matrice aujourd'hui? Parce que c'est un roman qui, comme le cyberpunk dans son entièreté, en fait, c'est un roman qui a beaucoup d'actualité, puisque on parle beaucoup d'exploration spatiale aujourd'hui, on parle beaucoup d'amélioration de l'humanité via la technologie, via l'ingénierie génétique. On en a, enfin, c'est des sujets qui sont très très actuels. Euh, et aussi parce que si on veut comprendre un petit peu l'histoire de la science-fiction, enfin depuis le cyberpunk, c'est un roman qui est très intéressant à lire, au même titre que Neuromancien ou d'autres. Et ce qui fait la particularité aussi de Chess Matrice, c'est que justement, il projette l'humanité. Enfin, il projette l'humanité, il s'interroge vraiment sur ce que pourrait être une humanité spatiale. Comment est-ce que l'être humain va vivre dans l'espace? Comment est-ce qu'il va faire société dans l'espace? Et il montre que justement, ça serait pas forcément facile et que des conflits, les conflits qui ont cours à l'heure actuelle auraient tout aussi cours dans 300 ans dans l'espace. Donc ça peut être une lecture qui est intéressante. Et surtout, tout bêtement, enfin et très très bêtement, c'est un roman qui est très beau en fait. Enfin, c'est le parcours de Lindsay, on voit que c'est un personnage qui est un peu cynique au début et qui l'est de moins en moins puisqu'il court après, enfin il court après des rêves en fait. Il court après des rêves en lesquels il voudrait croire. Et je trouve ça très beau comme lecture. Bah, merci à vous, merci beaucoup.